BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on part de l'action pour rejoindre les actifs tangibles et le monde du vin avec Angélique Delanxin. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric. Pour Ideal Wine, on auscule grâce à vous régulièrement ce monde du vin pour prendre un petit peu le pouls des transactions. Qu'est-ce qu'on peut dire des tendances récentes des ventes aux enchères que vous surveillez bien évidemment assez nettement chez Ideal Wine? Le premier semestre a été un semestre très dynamique sur le front des enchères, un petit peu tout segment confondu, même si on peut distinguer quand même des éléments un petit peu plus marquants d'une région à l'autre. Globalement, l'indice Windex 100 a progressé d'un petit peu moins de 8% depuis 6 mois. Donc il y a 4 points qui méritent vraiment attention. D'abord, la Bourgogne, on a déjà eu l'occasion de le dire ici, elle ne représente que 20% du nombre global de bouteilles qui sont vendues au travers des ventes aux enchères, et pourtant elle occupe vraiment le devant de la scène. La rareté des vins fait que on a des acheteurs du monde entier qui se focalisent sur les grands noms. Alors bien sûr, les deux plus importants, les deux plus recherchés, la Romanée Conti et le Roi, ces deux domaines dont les prix commencent à plafonner un petit peu, et puis les Asiatiques qui continuent à avoir un appétit féroce pour les grands noms de la Côte de Nuit. Je pense particulièrement actuellement à Meoka Musée et les vins de la famille Gros qui sont très, très recherchés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'attractivité de la devise euro qui a marqué ce premier semestre et qui a fait que non seulement on a eu les Asiatiques très présents sur le marché des enchères, mais aussi les Américains qui reviennent en force, et notamment sur les vins de la vallée du Rhône. On a de belles adjudications. On a déjà eu l'occasion de parler de records sur des vins de Côte-Rôtie. Là, actuellement, c'est plutôt une appellation moins connue, Cornas, qui est sous le feu des projecteurs, avec des vins du domaine Thierry Allemand ou d'un domaine disparu, Noël Versé, qui font aussi des prix records. Du côté de Bordeaux, qu'est-ce que... Alors Bordeaux, oui, c'est important. Généralement, on commence tout le temps par parler de Bordeaux. On commence tout le temps par Bordeaux, d'autant plus que Bordeaux représente quand même 50% des échanges sur le marché des enchères. C'est moins en vogue en ce moment. La tendance du semestre, en fait, elle est pas complètement étale. L'indice Windex Bordeaux a décru de 0,35%. Enfin, les prix sont restés vraiment stables, notamment sur les millésimes récents. Le marché s'établit, les échanges se font, mais à des niveaux de prix qui ne bougent pas. Pour voir de meilleures performances, en fait, il faut aller un petit peu plus loin dans le temps, remonter le temps, et les années et les millésimes, d'autant plus que lorsque ces millésimes ont été frappés de la dénomination année du siècle, comme je pense par exemple à 1982, 89 ou 90. Ah oui, on remonte quand même loin là. 2000 dans une moindre mesure. Si ces millésimes ont été très bien notés par Robert Parker, s'ils ont obtenu le Graal du 100 sur 100 Parker, je pense par exemple à Château-Aubryon 89 qui s'est vendu, une caisse s'est vendue un peu plus de 13 000 € récemment, soit 1100 € la bouteille. Un 100 sur 100 Parker, ça continue à faire recette. Justement, Robert Parker, il avait très bien noté ces Bordeaux 2005 qu'il a récemment dégusté. 10 ans après le millésime, qu'est-ce que ça donne justement? Qu'est-ce que ça produit comme effet sur le marché? Alors, ce qui s'était passé en 2005 est un millésime très intéressant parce qu'il avait été annoncé justement comme c'était une des années dites du siècle, avec de très belles conditions climatiques qui avaient permis de voir émerger un millésime magnifique. Et pourtant, Robert Parker, au moment où les vins étaient mis en bouteille, avait été relativement avare de 100 sur 100 puisqu'il n'en avait octroyé que 2. Il a attendu 10 ans pour renoter les vins. Et c'est d'ailleurs une chose très positive de voir que des critiques se donnent la peine, qu'on ne définit pas le parcours d'un vin à sa naissance et pour toujours. Au bout de 10 ans, il a renoté ce millésime et alors là, pour le coup, effectivement, comme vous dites, il a octroyé 10 100 sur 100 supplémentaires. Aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y en a qui ont fait de très bonnes affaires, non? Ou qui vont faire de très bonnes affaires. Absolument, oui. Alors, certains n'avaient pas attendu cette nouvelle notation. Je pense par exemple au vin de... Il a très bien noté, ce qui est frappant, c'est surtout la rive droite. Les vins de Saint-Émilion et de Pomerol.
Donc par exemple le château Lafleur, qui est un vin rarissime, lui avait déjà vu sa cote progresser de 100% par rapport au prix primeur, donc il y a peut-être encore de la marge de progression. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'à Saint-Émilion, en fait, désormais, tous les premiers crus classés sont notés 100 sur 100, y compris le château Angélus, qui n'avait aucun besoin de ça parce qu'il avait déjà progressé beaucoup, plus 46%. Mais je pense par exemple à Cheval Blanc et Pavie, qui faisaient du surplace en fait depuis la sortie en primeur. Donc ça, c'est peut-être une opportunité, enfin en tout cas des vins à suivre, puisque ce coup de projecteur ne peut que leur porter bénéfice à l'avenir. En sortant un petit peu des grands classiques, Angélique, est-ce que au cœur de l'été, on doit considérer qu'on boit des vins tout venant, ou est-ce que les rosés, qui sont un peu les vins de saison, peuvent aussi être des vins de placement? Alors, je ne sais pas si c'est les températures ambiantes qui vous inspirent ce genre de questions, ou peut-être le fait que, effectivement, en France, nous sommes le premier pays au monde consommateur de ces vins rosés. La production hexagonale n'y suffit pas. On est obligé d'importer du vin rosé pour pouvoir couvrir et assouvir nos besoins. Cela étant, l'essence même du vin rosé et son mode de vinification fait que, a priori, ça n'est pas un vin de placement. Vous avez quelques domaines. C'est un vin de garde. C'est un vin qui est conçu pour être bu dans les 12-18 mois qui vont suivre la récolte. En revanche, alors vous avez quelques domaines qui travaillent différemment, qui conçoivent des vins réellement de gastronomie. Je pense par exemple au château Simone à Palette ou au château de Pibarnon à Bandol. Vous en avez d'autres qui, eux, vraiment travaillent leurs vins, et on peut apprécier ces vins au bout de 2-3 ans de garde, pas tellement plus, ce qui fait que ce ne sont de toute façon pas des vins de très longue conservation. Et le critère de garde reste quand même un élément déterminant quand on se place dans une optique de placement. Eh bien voilà quelques mots sur ce monde du vin au cœur de l'été. Merci beaucoup Angélique Delinxin donc pour Ideal Wine, régulièrement à nos côtés pour évoquer ce monde des actifs tangibles. Le CAC 40 lui, eh bien, il fait toujours un peu grise mine.